Bienvenue dans cette émission du 7 février 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos, je ne suis pas financé par l'USAID. L'émission d'aujourd'hui portera sur la suite de ce scandale et je précise d'emblée, certains spectateurs m'ont demandé mais pourquoi vous ne dites pas USAID? Non, c'est USAID. US États-Unis et Agency ID Développement International, et le fait que cela soit libellé sous la forme USAID, c'est en fait une manipulation subliminale pour vous faire croire qu'il s'agit d'aide. Mais ça n'est pas du tout de l'aide, c'est évidemment une officine qui sert de couverture pour la CIA et l'État profond pour des opérations, pour l'essentiel politiques et violentes à travers le monde, ou d'influence sur l'opinion publique, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En nous focalisant, bien sûr, sur le rôle de la presse, les merdias, on ne peut plus les appeler autrement aujourd'hui. Et donc, ce que les documents qui ont été révélés révèlent, c'est que l'USAID finançait plus de 6200 journalistes dans 707 médias et 279 ONG soi-disant médiatiques, dont 9 médias sur 10 en Ukraine. Oh, surprise, surprise! Nous pouvions évidemment nous demander pourquoi tous les médias dans le monde occidental disent exactement la même chose. Eh bien, on a la réponse, parce qu'ils étaient tous financés, en fait captifs, c'est ça le fin mot de l'affaire, d'un écosystème pour faire croire à un consensus autour d'un ensemble de réalités. Poutine a envahi sans raison l'Ukraine, ou il y a eu une terrible pandémie, ou le vaccin est sûr et efficace, ou ceci ou cela, enfin toute cette bien-pensance, mais plus cette pensée totalitaire à laquelle il est désormais hérétique de se soustraire ou de chercher à contredire, et qui était évidemment mise en force par tout un écosystème en ligne, tout un écosystème informationnel et médiatique. Nous en avons parlé depuis longtemps, ça n'est pas une surprise. À ce stade, toutes les personnes qui ont fait l'effort de se renseigner, de penser par elles-mêmes, pour reprendre une formulation de Sébastien Dieguez, soi-disant professeur de neuropsychologie, qui lui avait défini le complotiste comme quelqu'un qui cherche à penser par lui-même. Et oui, il ne se contente pas de la béquée de cet écosystème crapuleux en ligne. Et donc, en ce qui nous concerne, bien sûr, nous n'avons plus affaire aujourd'hui qu'à des ordres de confirmation. Mais en rappelant une fois de plus qu'un complot gigantesque de taille mondiale existe bel et bien, et les révélations en cours ne font que le confirmer si besoin était. Et en soulignant également que l'Europe occidentale a été particulièrement touchée. Le colonel Jacques Beau, un ancien des services secrets et de l'armée suisse, très informé de la situation aussi bien en Palestine que sur le front ukrainien, et qui a rédigé tout un ensemble de livres plus passionnants les uns que les autres, avait souligné à multiples reprises, par exemple, que la presse ukrainienne, même totalement captive de ce que nous venons de décrire, était en fait beaucoup plus indépendante que les médias d'Europe continentale. C'est un peu moins vrai des médias anglo-saxons, il reste une certaine culture du débat dans la presse anglo-saxonne, mais pour l'Europe continentale, les médias n'ont fait que répercuter la propagande ukrainienne. Et Jacques Beau disait, c'est même pas ce que dit la presse ukrainienne que les médias occidentaux répercutent. C'est ce que dit la propagande gouvernementale ukrainienne, mot pour mot. Même chose pour Israël. Des médias israéliens ont enquêté sur le 7 octobre. Que s'est-il réellement passé? Que savait le gouvernement Netanyahou? Pourquoi y a eu-il tellement d'heures entre le moment où l'alerte a été donnée et le moment où les forces armées sont intervenues? Il y a eu un travail d'investigation qui a été totalement bloqué par les médias occidentaux. Alors bien sûr, nous avions montré à plusieurs, et je salue le travail de Corinne Lalo, grand reporter, de Laurent Mukieli, sociologue, de Slobodan Despot, essayiste et directeur de rédaction, de Michel Maffezoli, bien sûr, très grand sociologue, autour de la médiocrité de la médiacratie, du psittacisme, c'est-à-dire qu'ils parlent comme des perroquets en répétant tous la même chose, en interdisant qu'ait lieu un débat d'idées authentique, mais au-delà de cette médiocrité, il y a surtout une crapulerie, c'est-à-dire une intention délibérée de voiler la réalité des faits à la population pour induire un ensemble de réactions chez elle sur la base d'une propagande à large échelle
Et dans un écosystème, je résume, vous trouverez tous les détails dans les chapitres de mon livre La fabrication du désastre ou d'autres ouvrages ou articles publiés à cet effet, avec en amont un choix des soi-disant experts autorisés sur les différents plateaux. Tout ça est trié en amont, notamment par un institut qui s'appelle Poynter, et qui en fait donne des possibilités à certains de s'exprimer dans les médias en décourageant d'avoir recours à d'autres. Les médias suivent cela diligemment. Et puis en aval, vous avez un organisme comme NewsGuard qui, lui, veille à ce que les médias subissent un classement en fonction de leur docilité à la doxa gouvernementale, aussi fausse soit-elle. Et donc, si vous vous écartez de ce qui est attendu de vous en termes d'information, en disant c'est ça qui est vrai et tout le reste est faux, bien à ce moment-là, vous avez des mauvais ratings qui font que les annonceurs se détournent de vous et que vous tombez dans la sphère, vous l'aurez deviné, des complotistes. Donc il y a eu cet extraordinaire écosystème industriel de la censure en ligne qui s'est installé avec la presse, enfin on peut plus appeler ça de la presse, les boutiques de propagande dévergondées, prostituées et collabos qui se présentent encore comme la presse, c'est-à-dire tous les médias mainstream, en première ligne, les partis politiques bien sûr, en France, lequel des partis politiques a contesté les absurdités destructrices de la gestion du Covid et la propagande selon laquelle l'injection génique à laquelle vous pensez était sûre et efficace? Quel parti politique, à part des partis complètement marginalisés? Donc l'ensemble des partis, les officines du Deep State présentées comme indépendantes et veillant à l'intégrité de l'information. Je rappelle que certaines de ces officines ont été financées par USAID, par Bill Gates et par George Soros pour attaquer inlassablement Didier Raoult et l'IHU Méditerranée Infection, pour les faire passer comme des charlatans produisant de la fake science, alors que de la science falsifiée était montée en épingle par l'ensemble des médias. Alors les médias, bien sûr, au long des dernières années, n'ont fait qu'un enfumage systématique en s'asseyant sur la charte de Munich, qui est donc la charte de déontologie qui rappelle les principes auxquels ils doivent se conformer pour être en intégrité avec l'honnêteté de leur profession. Et pour rappel, je vous passe une nouvelle fois cette capture d'écran d'un titre de l'Express. L'Express fait partie des médias les plus instrumentaux dans l'enfumage dont je parle et qui avait osé prétendre au sujet d'Idriss Aberkan que la charte de Munich était devenue un totem des complotistes contre les médias. Vous voyez ? Donc le serment d'Hippocrate, ça n'est plus le code d'éthique et de déontologie de la médecine, c'est le totem des anti-vax. Voilà le degré de crapulerie dans lequel nous sommes. Et donc on a vraiment pu voir qu'aujourd'hui, les médias mainstream n'informent plus, ils enfument, ils désinforment, quel que soit le sujet. Il faut vraiment tomber sur des sujets qui n'ont aucune valeur ajoutée en termes géopolitiques ou politique tout court, pour que là, effectivement, des journalistes aient la latitude de faire des reportages, des émissions intéressantes, mais dès qu'il y a des enjeux collectifs, on est inévitablement dans l'enfumage, et avec un degré, là encore, de licence et d'absence de scrupules. Pour vous donner juste un exemple récent, mais qui est édifiant, Donald Trump vient de signer un décret pour interdire aux hommes transgenres d'être dans les mêmes compétitions que les femmes. Bah oui, ils ont un avantage évident et ce qui est totalement inéquitable par rapport aux athlètes féminines. Et bah que titre Le Parisien, qui appartient à Bernard Arnault, qui est totalement cul et chemise avec le globalo-fascisme, une attaque supplémentaire contre la communauté transgenre qu'il cible particulièrement depuis son retour au pouvoir en janvier. Corriger une anomalie indéfendable qui prétérite les droits et l'équité à laquelle ont droit les femmes devient une attaque inacceptable contre les personnes transgenres. Enfin bon, je n'ai pas besoin évidemment d'enfoncer le clou. Alors même la presse mainstream est malgré tout obligée de commencer à parler du scandale de l'USAID, ça devient inévitable. Alors évidemment, ils vont être très pudiques, ils vont noyer le poisson, ils vont prétendre tout un ensemble de choses fausses. Enfin, le premier titre du Figaro, qui Dieu sait s'il s'est lui aussi corrompu dans toute cette affaire, c'est « Les coupes de Donald Trump révèlent d'importantes subventions à des médias étrangers. En neutralisant les versements opérés par l'agence américaine, Donald Trump s'apprête à ralentir d'importants programmes d'influence, notamment via des organes de presse à l'étranger. » Oui, c'est-à-dire tous nos médias
intégralement subventionnés par l'État ou aux mains d'oligarques. Alors, ça, de nouveau, ça n'est qu'une confirmation en ce qui nous concerne. Maintenant, il faut pousser la logique jusqu'au bout, parce que ce à quoi nous assistons, c'est à une perversion globale du champ médiatique, une perversion systémique. L'information est devenue perverse, non seulement parce qu'elle masque la réalité, mais parce qu'elle veut vous faire passer le faux pour du vrai et le vrai pour du faux. Un exemple édifiant, c'était cette fabrique du mensonge. Ah oui, Dieu sait s'il y a une fabrique du mensonge au cours des 5 dernières années, mais évidemment, qui était attribuée au documentaire Hold Up, qui proposait un certain nombre d'hypothèses. Nombre d'entre elles se sont confirmées, y compris les plus complotistes. D'autres restent à l'être ou ont été invalidées, mais peu importe, c'est un travail documentaire, une proposition documentaire. Et donc l'audiovisuel, public et privé, est tombé comme un seul homme sur Hold Up en disant « il fabrique des mensonges », alors qu'on était en train de fabriquer des mensonges en batterie, qu'on vous faisait passer pour des vérités. Les dirigeants et directeurs d'antennes sont pervers. Les exemples abondent, je ne vais pas forcément donner des noms. Les experts accrédités pour venir parler sont des pervers. Bernard-Henri Lévy, Raphaël Enthoven, Le Chypre qui voulait poursuivre tous les antivax avec une seringue pour les injecter, Christophe Barbier, tout ça sont des personnalités très clairement perverses, qu'elles ne font pas leur travail honnêtement. Les experts, bien sûr, mais également les animateurs eux-mêmes. Alors récemment, on a par exemple découvert que Patrick Cohen est accusé de management toxique par des salariés de France Inter. L'éditorialiste est accusé de gestion humaine agressive marquée par des critiques acerbes, des humiliations, une atmosphère de travail toxique et anxiogène. J'ai envie de dire à ce stade, qui peut encore, sauf à être complètement à l'ouest, surpris par quelque chose de pareil? Comme le résume Arthur Leroux, un type détestable à la télé serait donc détestable dans la vraie vie. Oh, quelle surprise! On se souvient qu'à la RTBF, Johan Montet, qui a mené des campagnes de destruction de réputation absolument abjectes contre tous les médecins belges intègres qui se sont positionnés pendant la crise, avait été dénoncé par des collaborateurs et collaboratrices quelques années plus tôt pour management toxique et harcèlement. Et que fait la RTBF au début de la crise Covid? Eh bien, il nomme Johan Montet responsable d'antenne autour des questions Covid. Les pervers sélectionnent les pervers au sein d'une gouvernance perverse. Alors ça, je l'ai souvent dit, c'est le motif général de la crise en cours. La bonne nouvelle, c'est que cela devient visible, au moins ceci est-il utile à cela. Et puis, bonne nouvelle, il y a 2 livres qui sont en cours de parution. Le premier, j'ai eu l'honneur de le préfacer de Marion Saint-Michel, qui est psychologue clinicienne, mais également avec un diplôme en sciences politiques, Gouvernance perverse, la décoder sans libérer. Et puis, un tome suivant au premier, remarquable déjà, de Paul-Antoine Martin, qui s'appelle Le temps des pervers. Et Dieu merci que ces éclairages arrivent, parce que nous avons tous à comprendre de fond en comble de quoi il s'agit pour générer une immunité collective par rapport à ça. Et puis, alors le pompon du pompon, je l'accorde à la radio-télévision suisse, qui est déjà un média extrêmement problématique, qui a couvert des scandales pédophiles, du harcèlement et des mensonges pendant des années et des années et des années. On se souvient d'un scandale révélé par le média Le Temps, qui est aussi crapuleux que la RTS, il y a quelques années autour des autres procédés de harcèlement qui continuaient à se dérouler et qui impliquaient notamment Darius Rochebin, exfiltré depuis lors à la tête des antennes françaises, et où effectivement on voit qu'il y avait des dysfonctionnements en continu, du harcèlement et des attaques sexuelles, et que la direction inlassablement couvrait ces affaires à la Suisse. Pas de vague, on met tout sous le tapis, on déplace les plaignants vers des positions subalternes, on promeut ceux qui se sont rendus coupables de ces gestes à des positions plus avancées dans la boîte, et oui, on est aujourd'hui dans des écosystèmes pervers. Avec, au bout du compte, toujours des pseudo-rapports d'experts, des anciens juges, ou vous voyez, des personnes qui sont bien dans le système et qui viennent dire « Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes, mais au fond, il n'y a rien de pénalement répréhensible. Donc nous allons prendre des mesures, retourner roupiller braves gens, et c'est ce qui se passe de manière répétée. » Alors, ça dit la Suisse est champion du monde dans ce genre d'opération de blanchiment de scandale, et puis avec une position de la RTS qui de toute manière est scandaleuse, parce qu'ils sont à fond dans l'agenda
progressiste, LGBTQ+, enfin open society, alors que cela ne correspond pas ni à la sociologie, ni aux valeurs, ni aux convictions politiques ou sociétales de la population. Cela pose un évident problème dès lors qu'il s'agit d'une rente d'État et qu'il y a une redevance obligatoire pour la population. Mais vous voyez, Pascal Critin, le directeur de la RTS, lui jure la bouche en cœur que la RTS aborde tous les sujets avec un même esprit critique et indépendant. Et oui, et diligente des enquêtes totalement authentiques et honnêtes pour voir les problèmes réels de gouvernance perverse qui se produisent à l'intérieur de la RTS. Alors, pourquoi le pompon ? Parce que récemment, un journaliste, probablement le plus talentueux de sa génération, Fatih Derder, est décédé brutalement. En fait, il s'est donné la mort. Et dans le courrier qu'il a laissé, notamment adressé à ses 4 enfants, il incrimine la radio-télévision suisse et un management toxique auquel il a été exposé, en disant que c'est une des causes de son passage à l'acte. Et que fait le directeur général de la RTS ? Eh bien, il s'épanche dans les médias corrompus comme 24 heures pour dénoncer l'accusation diffamatoire, abominable, laissée par Fatih Derder dans sa lettre d'adieu. Je ne sais pas si on peut penser à des types de comportements plus abjects que ceux que je suis en train de décrire. Et tout ça avec une campagne de damage control absolument évidente, selon les termes de 24 heures. On convoque Stop Suicide pour dire qu'un suicide est toujours multifactoriel, c'est tout à fait vrai, que s'il a attribué son suicide aux difficultés rencontrées, en fait, la RTS avait pris la mesure de la situation, mis les relations humaines sur le coup, engagé des consultants. Donc non, personne n'a rien à se reprocher. Alors cela dit, je ne connais pas le fin mot de l'histoire. Tout suicide est une tragédie. Mais cette absence totale de respect de la mémoire d'un mort, vous avez un homme qui s'est donné la mort, quelles qu'en soient les raisons, quelle que soit l'intensité de son ressenti par rapport à la réalité, et le directeur général de la RTS réagit immédiatement en disant « Les propos qu'il a tenus avant son décès étaient diffamatoires ». Je ne dirai rien de plus, pour ne pas avoir exprimé autrement le sentiment de nausée qui m'habite. Alors pour faire bonne mesure, la Fédération européenne des journalistes, des journalopes, des journaputes, représentant plus de 300 000 journalistes, a juste annoncé qu'ils quittaient le réseau social X et qu'ils ne posteraient plus rien. Eh bien, grand bien leur en face. Leur propagande, leur manipulation, leur perversité ne nous intéressent pas. Nous sommes suffisamment grands entre personnes ayant de l'expérience et des compétences pour réfléchir ensemble aux choses. Et une des beautés, effectivement, des canaux qui nous sont désormais ouverts, c'est que nous pouvons faire cet effort de réflexion, non pas en prétendant détenir la vérité, mais simplement en prétendant avancer des réflexions intelligentes sur des sujets complexes, sur la base d'informations fiables et honnêtes, ce qui n'existe plus dans la presse collabo, dans la presse prostituée. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir mon effort à partir de 1 € par mois en souscrivant à un abonnement ou une donation du montant de votre choix. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour une batterie de nouveaux épisodes sur l'époque passionnante que nous sommes en train de vivre.